Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée aux essais nucléaires français en Algérie. La question des essais nucléaires français en Algérie revient, pour ne pas dire qu'elle ne l'a jamais quitté, sur le devant de la scène. C'était le 13 février 1960, au milieu du grand désert algérien, à Reggane plus précisément, que la France a fait exploser sa première bombe atomique sur ordre, en dépit de toutes les versions controversées du général de Gaulle. Ce fut le début de ce qui sera appelé les essais nucléaires militaires français en Algérie, alors qu'il s'agissait bel et bien d'explosion. La France entre dans le club des pays possédant l'expertise atomique, alors qu'une autre histoire commence pour les populations algériennes, celle des radiations atomiques. Alors voilà, le décor est planté. Pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos invités qu'on va découvrir donc au fur et à mesure que l'émission va se faire. Et pour commencer, nous avons avec nous Maître Fatma Zohra Benbrahim, avocate algérienne qui défend très bien ce dossier des essais nucléaires. Fatma Zohra, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bien sûr, nous avons également Jean-Marie Collin, directeur de l'ICAN, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, qui est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Patrice Bouvray, vous êtes cofondateur et directeur de l'Observatoire des armements. Merci d'être là. Bonjour. Et bien sûr, le meilleur c'est pour la fin, Michel Tan Marouatoa, Arakino, merci beaucoup. J'avoue que c'est un peu difficile pour moi de faire cet exercice, mais il est très bénéfique. Vous êtes militant également pour un petit peu ce qu'on appelle la dénucléarisation du monde de ces armes. Et vous êtes témoin, d'ailleurs on va apprendre aujourd'hui votre témoignage. Alors messieurs, maintenant que nous avons un petit peu donné et brossé le tableau, pour commencer, il est vrai que hier, c'était un petit peu la commémoration de cette date qui n'est pas très reluisante pour l'histoire coloniale française et qui est très douloureuse également pour les Algériens. Donc, la question qui se poserait et qui viendrait donc en premier lieu, c'est que 65 ans après, je vais commencer avec vous, Maître Benbrahim, 65 ans après les explosions nucléaires françaises en Algérie, la France persiste à ne pas reconnaître les faits, alors qu'il y a eu 17 bombes qui ont explosé dans le Sahara donc algérien, pour n'évoquer que cela. Pourquoi, selon vous, la France persiste-t-elle dans son refus? Écoutez, moi je dirais que c'est une résistance politique, mais qui n'a pas une assise raisonnable, parce que le fait est là. Les victimes sont là. La science l'a prouvé. C'est des explosions. Les pays comme la Polynésie, également la Polynésie française, en ont souffert également. C'est une arme nucléaire qui a permis à la France de basculer dans le club donc atomique. Pourquoi persister à ne pas reconnaître? Un fait. La reconnaissance est de facto. Elle est de facto. Et je dirais même, elle aurait été dépassée depuis très longtemps. Il est vrai que ce dossier a été maintenu dans le secret défense le plus absolu. Mais tous les secrets ont une durée de vie. Et le secret militaire, le secret défense, s'éteint au bout de 60 ans, selon la propre loi française concernant les archives. Donc on ne peut plus rien cacher aujourd'hui, parce que le résultat de ces explosions atomiques existe en Algérie comme en Polynésie. Les victimes existent. La reconnaissance aurait été un couronnement d'un fait historique. C'est un fait historique qu'on ne saurait dépasser. Dans ce cas-là, Maître Benbrahim, pourquoi le secret défense n'est pas levé? Puisqu'on a dépassé la loi. Oui, ça fait 5 ans. De 5 ans, on l'a dépassé de 5 ans. Voilà, on va vers la 6e année peut-être. On avait fait des émissions où on avait apporté la loi sur les archives, le délai, c'est-à-dire le 13 février, jusqu'à 60 ans, ça fait 5 ans de dépassement. Et ça fait 5 ans que la France continue
malgré la loi, malgré la levée du secret défense, Oui. elle continue à maintenir ce dossier dans le secret le plus absolu. Il est certain que certaines choses ne peuvent pas être connues par le commun des mortels. Mais il y a certaines choses qui doivent être libérées. Les chercheurs doivent travailler, les juristes doivent travailler, les victimes doivent asseoir leurs droits sur la base de dossiers. Moi, je dis très sincèrement, et qu'on m'excuse, cette réticence ne fait pas l'honneur de la France. Très bien. Dans ces cas-là, messieurs, je commence par vous, donc Jean-Marie Colin. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est bien un petit peu de se recroqueviller dans le déni, c'est-à-dire ne pas reconnaître jusqu'au jour d'aujourd'hui, il s'agit d'une explosion nucléaire quand même. Ce n'est pas des essais nucléaires et nous savons très bien et pertinemment qu'il y a une grande différence entre lorsqu'on dit essai, lorsqu'on dit explosion. Ce qui s'est passé à Reagan le 13 février 1960, plutôt 62. C'est bel et bien une explosion nucléaire et non pas des essais. Oui, c'est toujours des explosions nucléaires. Les militaires et les scientifiques prendront le terme essai. Et je pense que ce qui est important, c'est que il n'y a pas un déni de ce qui s'est déroulé. L'État français ne cache plus ce qui s'est déroulé. On sait tous, d'ailleurs, on le sait, on en parle aujourd'hui. Il y a eu 17 essais nucléaires, des expériences complémentaires par la suite. Donc ça, c'est connu. L'État français a reconnu à partir du milieu des années 2000 aussi un certain nombre d'accidents grâce au travail fort réalisé par la société civile française, grâce à l'appui de certains parlementaires. Ce qui reste à débloquer en termes de transparence, et c'est là-dessus, je pense, où on se retrouvera tous, c'est un certain nombre de documents qui permettraient de faire avancer les problématiques humanitaires et environnementales. Et c'est là toute la subtilité de la loi française, c'est qu'on a des documents qui ne peuvent pas être rendus en fait publics selon une loi qui est aujourd'hui probablement très mal appliqué, très mal lu, ou en tout cas qui lui donne un sens qui fait que on ne veut pas, l'État français ne veut pas publier l'ensemble de ces documents. Donc c'est là-dessus où on cherche à se battre, c'est là-dessus où on demande aux parlementaires français de faire avancer cette question-là, de diffuser, de publier enfin un certain nombre de documents. On y reviendra certainement, mais toute la question des cartes qui permettent de savoir où ont été enfouis notamment différents déchets nucléaires militaires, c'est là-dessus aujourd'hui que l'on demande, en tout cas que nos actions... Le travail doit se faire. Voilà, le travail doit se faire, puisque, encore une fois, il n'y a pas un déni sur le fait qu'il y a bien eu des victimes. On a une loi, on y reviendra, j'imagine. Il y a bien eu des conséquences environnementales. Il y a bien eu ce nombre d'essais nucléaires ou d'explosions nucléaires, selon le mot qu'on veut lui donner ou lui apporter la signification plus forte. C'est voilà, là où on en est plus précisément. Oui, et justement, puisque vous parlez des cartes, vous avez un petit peu anticipé, alors on y va, n'est-ce pas? Alors on se pose la question, pourquoi jusqu'à ce jour, la question des cartographies n'a pas été donnée à l'Algérie pour pouvoir essayer au moins d'aller dans la recherche des endroits d'enfouissement des déchets nucléaires, avant de parler même du nettoyage, comme l'a dit le président donc Abdelmadjid Tebboune, du nettoyage de ces déchets. Oui, il faut d'abord savoir où se trouve cet enfouissement, où a été fait cet enfouissement. C'est probablement l'un des derniers vrais points d'achoppement et qui nécessite une pleine transparence de la part de l'État français. Nous-mêmes, on a du mal, et c'est ce que l'on demande, encore une fois, des parlementaires le demandent. On regrette véritablement que la France n'ait pas divulgué l'ensemble de ces cartes. Oui. Il y a eu un travail qui a été réalisé, il y a eu des coopérations politiques depuis le milieu des années 2000 à travers différents groupes de travail entre la France et l'Algérie, mais ce sujet des déchets nucléaires n'a jamais vraiment été abordé. Il est pleinement ressorti à partir de 2020, lorsque mon organisation à Cannes France, avec l'Observatoire des armements et Patrice Bouvray, nous avons publié un rapport précis sur les déchets nucléaires militaires français enfouis dans les sables du Sahara, qui ont permis à la fois d'avoir des informations précises, de connaître, de comprendre ce qui s'est déroulé, et puis de demander, de faire aussi des parallèles avec ce qui s'est déroulé dans d'autres États. On peut penser au Kazakhstan, où l'Union soviétique avait aussi enterré des déchets nucléaires militaires, de montrer ce qui est faisable et ce qui doit être réalisé. Et je pense que sur ce point, la France aurait véritablement tout honneur. Le président Macron a la capacité de pouvoir rendre ces documents publics assez rapidement, en tout cas de les délivrer aux autorités algériennes pour qu'effectivement, elles puissent pleinement nettoyer les différents sites, sachant qu'elle a réalisé par le passé quelques opérations de nettoyage. La question est de savoir qu'est-ce qui reste comme type de déchets. Est-ce que des déchets ont été prélevés par les populations qui y vivent à côté? Et puis d'avoir la certitude de leurs différentes localisations. Voilà.
Je me tourne vers vous donc, Patrice Bouvray. Vous êtes donc cofondateur et président et directeur de l'Observatoire des armements. Justement, pourquoi est-ce qu'il est si délicat aujourd'hui quand on parle de la question mémorielle et surtout par rapport à cette question des archives, par exemple, la France a un étrange rapport quand même à l'Algérie, puisque de toute façon il y a des classifications, mais on donne les archives avec parcimonie. On a l'impression avec des trucs parcellaires, donc c'est du goutte à goutte, alors que aujourd'hui la nécessité elle est là, il faut absolument qu'il y ait les cartographies de ces endroits d'enfouissement pour pouvoir permettre justement de procéder à un nettoyage complet et à proprement dit. Tout à fait. Et déjà, pour compléter ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que la loi en 2008 a été modifiée pour introduire une catégorie concernant le nucléaire comme document incommunicable ad vitam aeternam. Voilà. Donc ça veut dire que après c'est une décision politique du président de la République. Il l'a fait en 2021 après une table ronde uniquement par rapport à la Polynésie, où il a demandé donc aux archives de déclassifier, de vérifier tous les documents un par un et de déclassifier ceux qui posaient pas de problème. Auparavant, les associations de victimes et notamment aussi l'Observatoire avaient intenté des procès contre le gouvernement qui ont duré une dizaine d'années avant qu'un certain nombre de documents soient déclassifiés sur l'Algérie et sur la Polynésie. Mais la raison principale qui fait que la France bloque sur cette question-là, c'est qu'elle ne veut pas être mise en cause au niveau de sa responsabilité par rapport à la mise en vie. Accablante, oui, pardon. Voilà. Oui, c'est sur la mise en cause de la santé de ses concitoyens. Voilà. Puisque le rôle d'un gouvernement, c'est de protéger la sécurité de ses citoyens. Et là, avec les nucléaires, et elle le savait, puisqu'il y a eu des documents publiés, il y a eu des documents traduits de ce qui s'était passé à Hiroshima et Nagasaki, que le nucléaire entraînait des problématiques de santé. Mais le gouvernement a estimé que c'était préférable, c'était, on va dire, des dégâts collatéraux. Et le prix à payer pour que la France rentre dans le club des grandes puissances nucléaires et développe son nucléaire civil, puisque c'est les deux piliers qui sont extrêmement liés au niveau des conséquences. Parfait. Alors, Michel Arakino, voilà. Vous êtes quand même, vous avez plus qu'un avis à donner, puisque vous avez vécu vous-même ces expériences nucléaires en Polynésie et que vous êtes un témoin vivant aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir votre témoignage là-dessus? Comment vous avez vécu finalement ces événements chez vous en Polynésie? Parce qu'il faut dire... Oui. D'abord, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette genèse. En quelle année cela s'est passé et quels sont vos souvenirs de cet incident? Enfin, incident, c'est entre guillemets, parce que c'est beaucoup plus que ça. Merci de m'avoir invité avec mes collègues sur votre antenne. Et puis, salutations au président et au peuple algérien. C'est fait. La démarche que je fais aujourd'hui, elle est une démarche de recherche de vérité et de transparence et de la transmission. Mon engagement dans la recherche de la justice et de la vérité n'est pas seulement un vain mot. C'est juste une transmission. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, j'étais enfant lors des essais nucléaires. J'avais 5 ans et 7 mois où j'ai subi les premiers tirs Aldébaran qui a balayé mon atoll avec les nuages. J'étais dans la zone Gambier. Et de ce moment-là, j'étais enfant. Et je suis rentré à l'armée, et de l'armée, j'ai travaillé sur des sites des essais nucléaires où mes pères avaient déjà travaillé. C'est pratiquement une succession de postes. Et puis, j'ai pu côtoyer les plus grands scientifiques françaises et internationales sur lesquels où ma réflexion de critique aujourd'hui s'est faite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut trouver comment faire en sorte que la vérité soit la vérité et que la justice soit créée. Aujourd'hui, depuis janvier 2010, la loi Morin existe. Et dans la loi Morin, nous avons encore des problèmes au niveau de nos associations, aussi bien de Polynésie collatéraux, et puis les militaires qui avaient travaillé sur le site. Aujourd'hui, je fais partie des deux associations qui essayons de trouver comment faire en sorte que notre État vient à la discussion de réparation de prise en charge. Aujourd'hui, j'ai été auditionné le 22 janvier à l'Assemblée nationale sur les enquêtes
concernant cette période, j'ai apporté mon témoignage et mon témoignage, je l'apporte depuis 2020. 2022, on a eu un débat au Sénat où j'étais obligé de porter un témoignage sur la partie sanitaire, non pas sur la partie secret et de la profession que j'ai exercée, mais sur la partie sanitaire. La démarche qui était faite, c'était de reconnaître que nous avons été pollués par notre pays et que c'est à notre pays à prendre en charge. Il faut savoir que la Polynésie française, on a un statut spécial par rapport à la France, comparé aux Algériens. Parce que l'Algérie était français à l'époque de la préparation. Faut pas l'oublier, c'est l'histoire. Sous colonisation française. Ils étaient français. Alors, ils ont été pollués en tant que français, si on part sur l'histoire. Nous, Polynésiens, on est français. Jusqu'à aujourd'hui, preuve du contraire, on est encore français. Notre démarche, elle n'est pas de mettre la cisanie entre les relations politiques. Non, c'est social, sociétal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis grand-parent. Quel héritage vais-je laisser à mes enfants? C'est ça mon questionnement. Et aujourd'hui, je sais que je suis dans le droit chemin. Depuis que je fréquente mes collègues qui m'entourent, j'apprends des choses. Parce que quand on vient du fin fond des atolls qui sont les miens, descendre du cocotier et découvrir des grands pays et la science, parce que la science n'a pas de lecture pour moi, n'a pas de lecture. Et aujourd'hui, j'ai repris des études pour comprendre la science. Très bien. Alors, dans ces cas-là, dites-nous, en tant que Français, n'est-ce pas, combien de Polynésiens ont été indemnisés, si tel est le cas? Aujourd'hui, il y a eu un peu plus de 1000 dossiers, parce que là, je ne suis pas venu avec les chiffres. Oui, mais aujourd'hui, Polynésiens, on est un peu plus de 415 Polynésiens indemnisés. Sur combien? Sur un peu plus de 15 000 personnes touchées par les problèmes du cancer. Et il faut savoir que... C'est peu, hein? C'est très peu. La raison, c'est la loi. C'est la loi. Aujourd'hui, il y a une commission qui s'occupe de référer pour augmenter soit les compensations, soit les maladies, qui ne s'est pas réunie depuis 4 ans. Depuis 4 ans. La rencontre qu'on a fait avec le gouvernement de M. Macron le 2 juillet 2021 a permis l'ouverture de certains dossiers. Actuellement, c'est des scientifiques historiens qui sont en train de refaire l'histoire, parce qu'il faut l'histoire. Pour remettre des droits, il faut de l'histoire. Et aujourd'hui, de réécrire cette histoire. Oui, de réécrire cette histoire. De la refaire un peu. Il y en a d'autres qui disent qu'ils le font à leur sauce, mais on est là pour garder la maison. On est les gardiens du temple. Pour dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. L'avantage qu'on a nous aujourd'hui, l'avantage que moi j'ai aujourd'hui, je l'ai vécu les essais nucléaires. Oui. Je l'ai vécu de l'intérieur. Oui. Je suis pas de l'extérieur, Dans de l'intérieur. Oui. De l'intérieur, dans le système. Oui. Parce que j'ai travaillé sur la surveillance des retombées de la radioactivité. Ah, très bien. Et j'ai été formé. Et mes compétences, j'ai fait un choix. Soit je faisais une super carrière, ou soit je dénonçais ce qui nous arrivait. J'ai fait le choix. Oui. Je me suis mis à dénoncer. J'ai pris plein la tête, mais aujourd'hui, je vois que ça apporte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des petits-enfants. Et si je me bats, c'est pas pour moi, c'est pour mes petits-enfants. Oui. Est-ce que vous avez une idée à peu près, on va rester dans les approximations, parce que des nombres de concerts, justement, en Polynésie, dus à aujourd'hui, il y a 23 cas de cancers reconnus. Oui. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été reconnus, mais qui ont un lien. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait des chercheurs. Actuellement, la structure avec laquelle je travaille, ça concerne la défense des intérêts des retraités actuels et futurs au sein de notre caisse de prévoyance sociale, parce que notre caisse de prévoyance sociale n'a rien à voir avec la caisse de prévoyance de la France. Oui. C'est nous-mêmes qui cotisons. Aujourd'hui, nous sommes imputés, je le dis comme ça, imputés sur les prises en charge, parce que quand les maladies sont déclarées, l'indemnisation, elle est faite pour l'individu qui a été reconnu, mais sa prise en charge pour le reste de sa vie, c'est pris en charge par la Polynésie. C'est normal. Et je dis, c'est pas normal. C'est pour ça la démarche d'être remboursé par l'État sur la prise en charge des conditions reconnues. Oui. Reconnues. On ne met pas des choses comme ça. C'est reconnu. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 413 dossiers reconnus, il y a 400 dossiers à prendre en charge, même de l'État. L'autre démarche que nous, on fait, que je fais avec mes structures, je me suis expatrié en France métropole pour être au plus près du débat,
Pourquoi? Parce que quand nos gens viennent se soigner, parce qu'on n'a pas de structure hospitalière nécessitant les soins sur place, nous sommes obligés de nous expatrier. Et en venant, en quittant nos cultures, on ne connaît pas le froid, on ne connaît pas l'habitation, les monopoles de lieux. Ouais. Aujourd'hui, c'est un souci pour nous. C'est un des problèmes où on s'y attelle pour que des choses puissent être facilitées. Très bien. Alors, on va revenir vers vous. Bien sûr, ne vous attendez pas à ce que ça soit fini. Donc, il y a également la loi Morin. Alors, on va rappeler comment s'est faite cette loi Morin. Ce n'est certainement pas pour les beaux yeux des populations locales qui ont subi donc ces explosions en Algérie. Et encore, oui, c'est ce que je voulais dire, les populations locales, et encore moins des appelés, puisque de toute façon, il a fallu des années après pour que ces appelés qui étaient sur place français se rendent compte qu'il y a eu des pathologies quand même qui commençaient à être déclarées pour que ces appelés puissent un petit peu se former en association, et c'est ce qui a donné donc la loi Morin de 2010, l'association Aven. Finalement, même ces appelés français qui étaient sur le terrain, sur place, avaient du mal à avoir donc obtenir gain de cause, et je me tourne vers vous. Donc finalement, il ne faut pas espérer beaucoup pour les Algériens. Si c'est pour les Français, ça a été comme ça. Je veux dire, là, on est complètement, c'est peine perdue. Oui, allez-y, je vois, c'est vrai. Ensuite. Oui, ça dépendra justement de la manière dont les gens vont se mobiliser. C'est évident que c'est pas l'État par lui-même qui va reconnaître. Certainement. Il va y avoir un forcing. Donc c'est un forcing. Et donc c'est effectivement un rapport de force qu'il faut créer avec les médias, avec les parlementaires, avec les différentes associations, pour que l'État soit obligé de reconnaître. C'est ça qui s'est passé. Parce que comme Michel l'expliquait par rapport à la Polynésie, nous aussi en France, les gens qui sont malades, ils sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc ça permet de noyer la responsabilité du nucléaire dans la mesure où la radioactivité ne se voit pas, ne se sent pas. Et que ça demande des études extrêmement compliquées pour un cancer qui peut se déclencher chez une personne, de faire le lien direct avec la radioactivité. Il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer et le gouvernement joue là-dessus. Et c'est la difficulté qu'on rencontre. Et je vais compléter ce que tu dis, Patrice. Juste pour la précision, alors comment dans ces cas-là expliquer que la France n'a reconnu aucun cas algérien, même s'il y a eu quand même quelques cas français? Oui, allons-y, on explique. Alors, aujourd'hui, concrètement, cette loi Morin qui est une certaine avancée, puisqu'elle reconnaît qu'il y a bien eu, à cause des essais nucléaires français, des victimes. Donc ça, c'est le point qui est positif, même si cette loi a du mal énormément à fonctionner, à être mise en œuvre. C'est vrai qu'on a 1026 personnes au total, entre des Polynésiens, des Français métropolitains et donc 2 Algériens qui sont reconnus comme victimes. Après, on fait la précision pour les 2 Algériens. Qui sont 2 Algériens qui sont, et c'est des chiffres qui restent ridicules, objectivement, 1000 personnes ou 2 Algériens ou 415 Polynésiens, ça reste évidemment des chiffres ridicules, ce qui montre que cette loi a du mal à fonctionner. Elle a du mal à fonctionner puisqu'il faut que la personne puisse prouver qu'elle était sur les lieux des essais nucléaires pendant la période des essais nucléaires et qu'elle est une des 23 maladies dites radio-induites, cancer du rein, cancer du sein, cancer de la thyroïde, qui est listée par la loi française. Et en plus, là, restons sur le cas de l'Algérie, c'est vrai qu'il y a des limitations de zones où il faut pouvoir montrer que vous étiez présent. Donc ça, c'est une vraie difficulté, montrer que vous étiez présent à un instant T il y a 40 ou il y a 50 ans, c'est pas évident quand même. Et en plus, ces zones écartent l'ensemble des villages proches qui sont dans la région notamment de Regan, ce qui pose effectivement problème. Il y avait la même chose en Polynésie, mais la zone en Polynésie a été agrandie à l'ensemble du territoire de Polynésie grâce à la pression de la société civile, grâce à la pression des parlementaires qui est importante. Aujourd'hui, ce que l'on fait pour que il y ait plus de dossiers qui soient présentés auprès de cet organisme qui existe en France, on a su créer une pression, notamment pour faire traduire la loi en langue arabe, pour que les personnes, les Algériens, puissent la lire, la comprendre plus facilement que si elle n'est uniquement en langue française. Donc c'est ce travail de pression qui permet, maintenant il est nécessaire qu'aujourd'hui, il y ait cette loi Morin en langue arabe qui soit
prise en compte par les acteurs. Peut-être le ministère des Moudjahidines peut aussi la diffuser dans les 2 wilayas où il y a eu les essais nucléaires, peut-être les associations. Ce qui permettra d'apporter des dossiers, ce qui permettra de renforcer les différents témoignages qui compléteront ce que vous avez déjà. Donc c'est là-dessus aujourd'hui qu'il est nécessaire véritablement pour créer une pression d'une manière générale, ce qui aidera aussi finalement à dévoiler un certain nombre de documents dont on a dit au tout départ de l'émission qui doivent être rendus pleinement publics. Oui, ben justement c'est très important parce que on va dire qu'il est très difficile aujourd'hui de prouver pour les Algériens autochtones qu'ils étaient là-bas. Par contre pour un appelé, on sait très bien qu'à un moment donné où il se trouvait dans son registre, je veux dire, c'est très facile de pour les appeler, oui. des fois, Oui. il y avait des difficultés. Ce qui était marqué sur leur carnet de n'était pas du militaires tout ce ne qui correspondait pas là à où la ils étaient. réalité du terrain. Du terrain. Oui, Maître Ben Oui, Brahim. alors là, vous m'avez donné l'occasion, vous me donnez l'occasion de Allez-y. revenir sur certains points. Oui, D'abord, je brièvement, voudrais pour qu'on remercier puisse, notre ami Michel pour son courage Oui. et son combat. Et donc, je vous assure pleinement Notre de soutien. l'adhésion et du soutien de tous les Algériens à vos côtés, parce que nous sommes tous des victimes des explosions atomiques. Les Français qui vivaient ici également l'ont été, mais personne n'en a jamais parlé, parce que dans cette zone, il y avait des Français qui enseignaient le français, qui travaillaient à Ergen. Je n'ai rencontré leur nom ou leur présence simplement dans aucun document, sauf dans un document rédigé par un colonel français dans lequel il disait « Nous n'avons pas voulu dire, même aux Français qui étaient en Algérie, ce qui s'était passé. » Et pour preuve, tous les personnes âgées, très âgées, Ammi Mohamed Dergani, l'infirmier et tout ça, et je vous donnerai, Jean-Marie, je vous enverrai tout ça. Il parlait un français impeccable, je dis bien impeccable et châtié. C'est pas dans leur maison qu'ils ont appris ça, c'est parce qu'il y avait des enseignants avec des enfants, des familles dont la France n'a jamais voulu parler et qui sont atteints sans aucun doute de cancer sans savoir qu'ils avaient pris des maladies radio-induites. Michel a parlé de quelque chose d'important. Il parle de raison politique avec une interrogation. C'est quoi la raison politique? Moi, je voudrais parler de la raison politique, mais différemment. Je voudrais dire qu'il faudrait avoir une politique raisonnable, une raison politique dans le sens où la politique doit être raisonnable. Elle doit comprendre que c'est la vie des gens, que c'est la vie des espaces comme celui que nous sommes en train de vivre. Ces gens n'ont pas demandé à ce qu'on fasse des expériences sur eux, à ce qu'on les expose à de la radioactivité. Ces gens vivaient tranquillement dans leur pays. Je reviens sur la loi de 2008, sur les... Sarkozy avait fermé les archives. Pourquoi a-t-il fermé les archives? Parce qu'il y avait déjà un début d'ouverture et on a commencé à travailler. On a commencé à travailler sur ces archives. Subitement, dès que la discussion s'est posée sérieusement chez les Polynésiens, chez les Algériens, Sarkozy prend la décision contre la loi qui existait sur les archives et de fermer ce type d'archives de manière définitive. Est-ce à dire que nous n'avons plus le droit d'apprendre, de travailler, de nous réunir, de trouver des solutions? On est là pour trouver des solutions pour les deux peuples, pour les deux politiques. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on se serre les coudes. Nous sommes une société civile. La politique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les intérêts de cette population. Parce que cette population, et je parle de ma population algérienne, eh bien, elle est engagée dans un processus de mort très long et très difficile. L'atome touche la génétique, pardon, et le génome humain. Ce génome qui est transmis, aujourd'hui, nous avons des naissances des petits monstres. Donc ça, c'est un crime continu. Dans ces cas-là, Maître Ben Brahim, désolé de vous interrompre comme ça, comment obliger la France à rouvrir les archives? Écoutez, nous avons une histoire commune. Il faut être sage. Je crois que l'homme politique aujourd'hui est devenu fou. Il y a des intérêts derrière lesquels il court, mais il oublie que l'intérêt primordial, c'est, comme le disait Patrice, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est de maintenir la population, son peuple, de le protéger contre tous les malheurs externes ou internes. Nous avons une histoire commune, donc nous avons droit à ces archives. On ne demande pas l'impossible. On n'est pas là pour demander de l'argent. On n'en a pas besoin. Mais bien sûr, c'est un droit historique. On n'a pas besoin d'argent.
On Oui. n'a pas besoin parce qu'on d'indemnisation. demande réellement. Exactement. Je Même le si dis, ça fait on n'est partie, hein, ce n'est pas une honte mais non il y a plus. d'autres mécanismes, Oui. mais c'est pas le moment. Oui. Pour l'instant, Mais il y a nous des voulons priorités, une comme vous le vérité, dites, oui. nous voulons une justice, nous voulons une transparence, nous voulons nous aussi protéger nos populations. Donc si on a une histoire commune, donc on a droit de connaître ces documents. s'est passé là. Une volonté politique du président de la République actuel réglerait tous les problèmes. Nous avons un président algérien qui demande les cartes d'enfouissement. C'est pas sorcier, c'est pas énorme. Une simple décision politique du président français, guide. Rien du tout. Voilà vos cartes et nous allons travailler main dans la main. Nous allons protéger les populations, nous allons protéger nos pays, nous allons protéger nos relations. Cessons d'être sourds aux demandes et aux revendications légitimes de ce peuple. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la démarche que nous, on fait avec notre syndicat, c'est de faire un guide. Un guide basé Voilà, une sur sorte de guide. des recherches qui ont été faites en 66 lors du premier essai, Aldébaran. Juste après l'Algérie. Aujourd'hui, nous avons le contenu de l'information dont j'ai participé aux récoltes d'échantillons. Et aujourd'hui, nous n'avons pas eu de réponse du CEA depuis 2016. Depuis 2016. Nous n'avons pas eu de retour. Aujourd'hui, la démarche que fait mon syndicat, c'est de créer un guide sur lequel on est actuellement en train de faire une demande de subvention pour procéder à refaire les qualifications d'études parce qu'il y a eu des contenus radioactifs qui n'a pas été pris en compte. Soi-disant parce qu'ils avaient une durée de vie plus courte. Et peut-être aujourd'hui, avec les recherches des scientifiques médicales nucléaires, on a trouvé des liens de cause à effet à certains gaz qui ont fait partie de la composition de la bombe. Et c'est celle-là notre démarche aujourd'hui. Ma démarche, pourquoi je me suis expatrié sur la France métropole, c'est pour être plus près des sachants, pour pouvoir accumuler des connaissances, pour ne pas rentrer dans cette fracas purement politique ou soit purement militaire, mais sociétal. Stérile. Sociétal. Même pas de nom. Sociétal. Oui. Sociétal. Oui, c'est parfait. Au fait, c'est pour ça que je disais la cartographie. Au fait, c'est pas un acte d'hostilité qu'on demande. C'est tout simplement, on veut avoir un guide pour voir où sont cachés ces déchets nucléaires et pouvoir assainir la situation, justement pour protéger la population. Le problème, c'est que on parle de l'ampleur de cette bombe, n'est-ce pas? On dit qu'elle dépasserait de loin, donc 7 fois ou 6 fois. La première, simplement. Voilà. Si on les additionne, c'est Si énorme. on additionne les 17, ça va faire vraiment des répercussions énormes. Et finalement, est-ce que on a aujourd'hui, donc Jean-Marie Colin, est-ce qu'on a mesuré l'ampleur de la radiation de ce champignon? Oui, on a bien sûr des études. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie atomique est venue à la fin du XXe siècle faire des études directement pour savoir quelle était la contamination qui avait été réalisée. Il y a une obligation certainement de refaire des études aujourd'hui pour savoir quelles sont les zones exactement contaminées, pour connaître ces fameuses zones de localisation des déchets nucléaires, comme vous l'avez indiqué. C'est véritablement une obligation de rendre public rapidement ces différentes cartes pour pouvoir connaître, savoir si des animaux viennent pâturer, par exemple, si des populations sont affectées directement. Oui, alors Patrice, oui, allez-y. Ces expériences, enfin ces résultats, c'était les résultats de 2010 dont Barrio avait parlé. Non, oui, avant un rapport de mais l'OROC. Mais combien de rapports ont été faits? Combien de rapports ont été rejetés? C'est pas le problème, je crois. Malheureusement, il y a beaucoup déjà d'informations qui est connue, et avec cette information qui est connue, on a de quoi travailler au niveau de la société Fournir un bon civile dossier. pour Booster. impliquer, pour booster les parlementaires, pour booster le gouvernement, pour prendre en charge. Il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà. Il existe déjà beaucoup de choses. On n'aura jamais tout au niveau de l'information. Déjà, ce qu'on a, je pense à mon avis qu'il est suffisant vraiment pour aller de l'avant et pouvoir un petit peu, si vous voulez, faire bouger les choses. Et il faut dire que ce nuage, parce qu'on va le dire, on va dire que ce nuage qui a traversé au moins 26 pays, selon un constat qui a été fait, donc et même des études, donc
26 pays africains. Après les explosions donc des bombes françaises en Algérie, l'ampleur des dégâts a dépassé les frontières de l'Algérie. Donc certains rapports disent que ça a été jusqu'en Égypte, au Liban, en Syrie. Vous voyez un petit peu l'énormité des dégâts. Donc on se pose la question si ce nuage et ces radiations nucléaires sont allés si loin. Donc que dire de cette proximité Keregen? Je veux dire que les dégâts ont été certainement énormes. Alors il va falloir en plus pour ces habitants de local, cette population locale plutôt, faire prouver qu'elle était là-bas, comme si tout le reste n'est pas suffisant. Tous ces enfants, comme disait tout à l'heure Maître Benbrahim, avec des pathologies très, très, je dirais, rares. On n'a pas besoin de prouver. Moi, je crois, oui, c'est ça. Le pas problème, besoin il n'est de pas prouver vraiment pour les prouvé. Algériens. Peut-être de réfléchir à d'autres manières Pour aller d'indemniser vers des et de prendre en indemnisations, bien charge. entendu. Et de sortir de la logique indemnisation individuelle où il faut prouver cas par cas que la personne a été affectée, impactée par très le difficile, nucléaire, oui. et mettre en place des structures collectives au Oui. niveau notamment médical, Oui. et d'aider parce qu'on Sur sait les hommes faire et des sur choses. l'environnement et sur la nature, pareil sur sur les terres l'environnement. agricoles, sur les ressources hydriques. Et Je veux là, dire, il y a c'est- des choses à imaginer qu'on n'a pas encore fait, que les associations devraient se mettre à réfléchir pour porter au niveau du politique, tout en sachant que c'est long. Oui. Pour obtenir la loi Morin, on a mis 20 ans. Oui. On a mis après 10 ans pour qu'elle commence à être à peu près effective pour les gens. C'est bien de dire Donc, à peu près, parce que c'est 30 c'est tout 30 juste, hein. ans, Et Oui. encore pas pour Ouais, nous. oui. Je voudrais Voilà, prendre la exactement. parole 30 ans ça. pour qu'on arrive à 1000 personnes indemnisées. Oui. C'est vrai que c'est ridicule, comme disait Oui. Jean-Marie. C'est scandaleux. Peut-être parce Mais qu'ils ont peur d'ouvrir la porte de Pandore. Ah ben, bien quelque sûr. part, hein. Oui. ils ont peur parce que la France fait reposer beaucoup de choses sur le nucléaire. Voilà. Au niveau militaire, sa place dans le monde, Oui. et au niveau civil, sur son énergie. Comme elle n'a pas de pétrole, elle a le nucléaire. Mais On ne à quel conteste prix pas pour ça. Sans Parce que qu'on- le civil voilà. ne tue pas. Il faut retenir certaines réalités de ce qui s'est passé en Polynésie. Je Oui. parle de la Polynésie S'appuyer. parce que ils se chevauchent. Hein. C'est une photocopie qu'on a fait en Polynésie de ce qui s'est fait à Reagan. C'est la même chose. Aujourd'hui, depuis mon implication dans la structure et la vie que j'ai, je me fais des plans, je me fais des films pour essayer de mémoriser, de garder mon esprit sain. Hein, sain, sans fâcherie, sans rien. Mes Sans rencontres colère. des deux personnes que j'ai rencontrées hier lors du colloque m'a vachement peiné. Et puis il m'a fait rappeler mes grands-parents et tout ça. Parce que la sécurité au niveau des essais nucléaires, c'était 500 kilomètres. Et nous qui étions à l'intérieur des 500 kilomètres, on était pris en compte, on avait cinéma, on avait tout ce qu'il fallait. Du jour au lendemain, quand ils sont partis, on n'a plus rien. On n'a plus rien aujourd'hui, plus rien. Aujourd'hui, on se bat au niveau de l'État pour revenir, parce que il faut savoir qu'en Polynésie, on est 5 archipels. Et l'archipel qui a soutenu les essais nucléaires, c'est les Tuamotu. C'est pas la Polynésie entière, hein. Même si mes collègues ils vont se... Non, c'est juste c'est juste Tuamotu. C'est juste les Tuamotu qui a accordé qu'on fasse les essais nucléaires. Bien sûr, on nous a mis la pression. Il faut connaître l'histoire. Parce que si on n'acceptait pas de céder les deux atolls, on était militarisés. Tout à fait. Ça, il faut, c'est l'histoire. Donc c'est une forme de chantage, c'est juste, ce n'est vraiment pas de bon cœur, quoi. Oui, Oui, aujourd'hui, on va le dire comme mais ça. aujourd'hui, pour parler de la sécurité, il faut essayer de faire la généalogie. Je pense que ici, dans les pays comme l'Algérie, il y a la généalogie familiale. C'est comme ça on a retracé notre famille. On a fait la généalogie d'où on est et d'où on est parti. Aujourd'hui, on me pose la question lors des auditions que j'ai, est-ce que je peux sortir un chiffre des personnes qui ont migré vers Tahiti à cause des essais nucléaires? Je dis, c'est simple. Il faut juste aller dans les communes comme celle de Faha et puis voir les répertoires de ceux qui sont arrivés parce qu'on est inscrit. Quand tu arrives de Hao, quand tu arrives de Muru, quand tu arrives d'ailleurs, c'est inscrit. Et aujourd'hui, on a ce contenu. La démarche qu'on est en train de faire, est-ce que c'est vraiment tombé que dans les 500 kilomètres? C'est ça, la question. Est-ce que, Nous, c'est bien moins, c'est 300 kilomètres. Et en fin de compte, c'est toute la Polynésie qu'on a pris en compte aujourd'hui. C'est 5,5 kilomètres carrés.
Ouais. Ça Ça ne peut pas concerner que toi, Moutou. Voilà. Le problème, oui, allez-y, rapidement pour laisser Fatma Zahra, après oui, le- allez-y, Fatma Zahra. Alors, Ben cette loi Morin et ces deux Algériens, Oui. c'est très important. Oui. D'abord, la loi de Morin ne nous concerne pas du tout. Nous sommes totalement exclus. va le dire ainsi, La voilà. première, non, mais Oui, écoutez, c'est la ce qui est lecture vrai. juridique, voilà ce qu'elle me donne. Si on me dit ne sont considérés comme victimes que ceux qui étaient à la date du 13 février 60 et à la fin 66, moi je dirais, qu'en est-il des populations qui étaient avant 60 et qui sont restées après 66? Ça, c'est le premier questionnement. Le deuxième questionnement, quand on parle des deux Algériens, ce ne sont pas des Algériens qu'on est allé chercher de Guen. Non, pas du tout. Ce sont deux Algériens qui travaillaient dans l'armée française, qui avaient leur livret militaire et ils ont pu donc s'inscrire à ce titre. Et pas facilement, parce qu'ils ont été obligés de faire des actions judiciaires pour qu'on reconnaisse leur qualité de victime. Oui. Les Français, ça a été la même chose. Alors, pour les Algériens, effectivement, il y avait beaucoup d'Algériens qui travaillaient dans les tunnels, etc. Mais ils n'avaient pas de permis de travail. Ils travaillaient le jour, on leur donnait un petit pécule Oui, des et on journaliers. les Des renvoyait. journaliers, Donc oui. cette loi Morin, si elle doit être révisée, elle ne peut être révisée qu'avec la partie algérienne qui a mais- beaucoup de choses à Oui. demander et à présenter. Apparemment, c'est pas l'objectif pour lequel elle a été créée, puisque de toute façon, depuis sa création, les Algériens sont exclus. Je voudrais juste revenir vers vous, Michel. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, les Algériens et les Polynésiens pourraient travailler en concert concernant cette question donc du nucléaire et des victimes du nucléaire? Ben, avant de clôturer mon allocution hier devant les Moudjahidines, c'est ce que j'ai proposé et je l'ai écrit. Je l'ai écrit parce qu'aujourd'hui, je viens ici connaître une pente de mon histoire, parce que c'est le mien d'histoire. Oui. C'est pas seulement de l'Algérien, c'est le mien. C'est Vous le mien reconnaissez d'histoire. dans Et il cette- y avait un Moudjahidine qui avait pris la parole, qui avait posé la question suivante. Oui. Est-ce que, en ayant travaillé dans les centres des essais nucléaires en tant que scaphandrier, tout ça, est-ce que tous les outillages que j'ai utilisés, ça venait pas de Reagan? Et je lui ai dit, je sais pas. Je sais pas, moi, hein. Moi, je suis arrivé en 1981, je connaissais pas. Et moi, il faut savoir que j'étais un pro-nucléaire. Oui. Je suis devenu, pas anti-nucléaire, mais je Vous suis avez de- dit dans un voilà. truc que vous avez publié que vous Voilà, pensez que voilà, le voilà. nucléaire Et j'ai était une rencontré, libération et j'ai rencontré en cette 2000. bande de farfelus là. Et puis c'est. Qui vous ont fait beaucoup de bien. Et surtout, Michel, c'est. avec lesquels je suis accoquinée Oui, depuis oui. 2014. Et surtout là où je précise, là où j'ai pris ma décision, Oui. c'est diagnostiqué par le docteur Sourov. Quand j'ai été diagnostiqué par le docteur Sourov, je me suis dit, Vous avez senti ben, finalement non, je me suis dit, l'impact. j'ai des enfants. J'ai des enfants. Est-ce que c'est de mon droit de me taire, de partir avec ce secret? Ou de dénoncer. Non. D'informer et d'éduquer. Vous êtes bien Pas vous dénoncer. Vous êtes bien poli. Je préfère le mot parce que bien poli. j'attaque ma nation. Oui. Alors, si j'attaque ma nation, c'est pas comme ça qu'on pourrait discuter. Oui. Il faut mettre, voilà. C'est Très les bien. raisons pour lesquelles Voilà. où j'ai témoigné pour ça, parce que ça concernait mes enfants. Parce que mes 5 enfants, ont eu des pathologies non connues. Et moi, je suis porteur de 4 pathologies en lien au fait nucléaire, Ah, oui. qui pas reconnues aussi. Je l'ai Oui, dit. c'est vrai. Donc vous êtes vraiment bel et bien une victime de ce qu'on appelle les essais nucléaires. Messieurs, alors moi ce que je voudrais aujourd'hui, parce qu'il ne nous reste que 10 minutes, j'aimerais bien qu'on même conclure sur quelque chose de plus pertinent. Est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé, donc le 13 février 1962 en Algérie, est un crime de guerre et un crime contre l'humanité? Pour commencer avec vous, donc Jean-Marie Collin. Alors, je ne reviendrai pas sur ces expressions. Oui. Je pense que moi, ce qui est important Dites-moi. aujourd'hui, c'est de voir ce qui peut être fait, comme on l'a tous dit de différentes façons, pour les populations humanitaires et l'environnement. Aujourd'hui, si au niveau de l'exécutif, c'est bloqué, il n'y a pas d'avancée, en tout cas, il y a des prises de parole ici du président Tebboune, par exemple, mais il n'y a pas de répondant. Nos parlementaires peuvent travailler ensemble. Il y a une commission d'enquête parlementaire en France qui va faire en sorte d'améliorer la loi Morin. Hier, vous l'avez dit, Madame Benbaran, pour la première fois, l'Assemblée populaire nationale a pris en compte cette question. Le fait nucléaire est rentré sous la coupole, pour reprendre vos mots, et nous en sommes très heureux.
il est nécessaire que les parlementaires algériens prennent contact avec les parlementaires français et vice-versa, mais travaillent ensemble. Établir le contact. Établir un contact. Il est nécessaire d'avoir aussi une commission d'enquête parlementaire en Algérie qui soit réalisée, voilà, pour apporter des nouvelles solutions, de nouvelles opportunités. Il est nécessaire aussi, juste pour terminer, Oui. et là, c'est une possibilité vraiment de l'État algérien et de l'exécutif algérien de pouvoir que celui-ci ratifie un traité qui s'appelle le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et il est signataire, un traité qui est en vigueur depuis 2021 et qui lui permettrait de bénéficier d'une aide logistique internationale, d'un fonds financier également international pour aider les victimes, recenser les victimes, nettoyer l'environnement ou en tout cas faire des nouvelles mesures. Et si l'Algérie le ratifiait, il aurait droit à ce fonds, ce que va avoir droit par exemple le Kazakhstan qui a subi 466 essais nucléaires ou encore les Marshall 67 essais nucléaires. Et ça, dans cette année du 65e anniversaire, ce serait très largement applaudi par la communauté internationale et ça permettrait là aussi, c'est bien encore l'idée une nouvelle fois, d'avancer vers quelque chose et qui permettrait in fine, j'en suis certain, de débloquer un certain nombre de choses avec l'État français. Très bien. Alors, dans ces cas-là, Patrice Bouvray, comment faire justement pour concrétiser tout ce que vient de dire Jean-Marie Colin, alors que nous heurtons quand même au refus du gouvernement français, finalement? Ah ben, comment faire? C'est qu'effectivement, les différentes institutions, les médias, les associations s'emparent du sujet. Et pas, j'ai envie de dire, pas seulement aux dates anniversaires, mais de manière permanente. Sur le long de l'année. C'est grâce à un travail permanent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on a mené à partir des années 90, qui a permis qu'en 2010, donc 20 ans après, on ait cette loi et qu'on continue aujourd'hui pour l'améliorer. C'est pour ça qu'il y a une commission parlementaire qui est en train de réfléchir comment améliorer la loi Morin. C'est vraiment à nous de nous emparer de cette question-là, au quotidien. Mais tout le monde, c'est-à-dire vous les médias régulièrement, à faire des informations pour sensibiliser, à recueillir ces témoignages et à les publier dans différents outils de différentes manières, c'est que comme ça qu'on obtiendra des choses et qui permettront qu'un jour la situation s'apaise au niveau des personnes qui ont été impactées. Parce que c'est ça l'objectif. Parce que la radioactivité dure sur des années, des dizaines de milliers d'années. Oui. Et donc, se reporte sur les générations futures. Les premières victimes sont peut-être mortes. Oui, voilà, ça sera les descendants maintenant. Les générations futures. Voilà, il y a une transmission de la pathologie et du reste de l'histoire. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé, pour ça qu'on a travaillé, pour les générations futures, pour qu'elles subissent pas des décisions politiques qui ont été prises à un moment donné, des blocages qui ont été effectivement qui sont malheureux, qu'on peut regretter, toujours, mais sur lesquels c'est à nous aussi de faire en sorte de les lever. Très bien. Maître Benbarham, est-ce qu'on peut, éventuellement parlant, sur le plan juridique, ester par exemple la France en justice? Est-ce que le droit international le permet? On va faire un petit peu dans l'explication. Oui, à travers des textes de droit internationaux, oui. Mais cette question, moi, je la mets totalement de côté. C'est vraiment parce que avant d'aller vers la justice, il faut essayer de trouver des terrains d'entente. C'est de ça que nous avons besoin. Et aujourd'hui, je crois que notre réunion autour de cette table prouve véritablement que le dialogue peut être entamé et les solutions peuvent être trouvées avec la tête froide et le cœur léger. Alors, il est temps, messieurs, selon vous, ma question, d'aller vers la réparation. C'est le temps de réparation, de la reconnaissance. Alors, moi, je prendrai pour conclure notre discussion et ma participation. C'est d'abord dépassionner le débat. Oui. Il faut la dépassionner. Pourquoi? Quand on est passionné, on pense plus à ces douleurs, ces douleurs et tout ça. Et on devient transgénérationnel de ce qu'on a vécu. J'emploie ce terme parce qu'il est fort pour moi, ce terme. Aujourd'hui, c'est transgénérationnel dans le futur. Ça veut dire que faire des guides qui va permettre nous faire connaître qu'est-ce qu'on a subi pour pouvoir vacciner, pour pouvoir nous préparer. Il faut dépassionner le débat et il ne faut pas oublier de ne pas parler de gens fictifs parce que nous, on existe, nous les vétérans, nous les témoins, c'est nous les témoins. Oui. C'est nous. Oui. C'est avec nous qu'il faut additionner pour trouver des solutions. Mais je pense que les deux nations fortes, par leur histoire initiale, par le même sujet, parce que le sujet c'est le même, hein, oui, tout à fait. Les irradiations du peuple. Oui. Et aujourd'hui, nous devons à trois, sur un trépied,
travailler ensemble. La Polynésie, la France et l'Algérie, nous devons mutualiser nos forces et faire en sorte que des solutions puissent être apportées. Alors on va terminer par ce qu'on aurait dû peut-être commencer, par ce que j'aurais dû peut-être commencer avec vous. Vous êtes invité aujourd'hui en Algérie par le ministère des Moudjahidines et vous avez été déjà, je crois, avant de venir sur mon plateau au Sahara Regan. Est-ce que vous pouvez nous dire donc un à un quelle a été votre tâche, et de quoi vous avez été chargé de faire comme constat? Oui, alors c'est vrai qu'on est présent ici sur invitation du ministère des Moudjahidines et personnellement je le remercie parce que c'est une opportunité de pouvoir entrer en contact avec des acteurs politiques, Mme Benraban, les médias, la société civile et d'apporter différents messages. On était présent sur le site de Regan où il y a eu une conférence qui permet de mieux comprendre aussi et puis de créer aussi, de voir que voilà, on est malheureusement, on ne nous a pas donné accès au site ou à proximité des sites, ce qui est dommage, mais ça permet de vivre une certaine émotion et de pouvoir la retransmettre par la suite et de mieux travailler, comme tu l'as dit, pour apaiser, dépassionner et engager des meilleures relations sur ces différentes actions. Très bien. Alors, Patrice ? C'était effectivement, bon, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Jean-Marie, c'était partager une expérience. Parce que ce sujet est venu sur la table, parce qu'il y a des gens qui s'en sont emparés, effectivement pas la passion politique au sens, mais quand même par volonté de faire déboucher des choses. Et c'était donc de partager notre expérience pour faciliter la résolution du problème, pour que les victimes soient réellement prises en compte et que des réparations, mais d'ordre collectif, soient mises en place. Je crois que vraiment, il faut qu'on sorte de cette logique justement d'argent donné à des personnes, mais bien de réfléchir sur des manières collectives pour éviter que les générations futures soient encore impactées par des décisions prises par des personnes, nos anciens, que pour reprendre des expressions polynésiennes. Voilà. Très bien. Michel, alors moins d'1 minute. Faites-moi cet exercice. Regan est un moment fort dans ma vie d'homme. Dans ma vie d'activiste et dans ma vie à chercher les solutions à ce que j'ai subi de ma nation. Ma nationalité est une nationalité de l'histoire. Et mon séjour, les peu de temps que j'ai passé à Regan, les échanges culturels qu'on a eus avec les gens qui portent la culture du désert est exactement le même que j'ai, moi, dans mon pays. Et ça, je me suis dit, c'est par ce biais-là, non pas par le biais frontal, militaire ou soit diplomatique. Il faut que les deux peuples se rencontrent pour échanger de leur appartenance à leur origine, quoi. Et moi, je dis que c'est là. C'est là où il faut mettre la discussion, se rencontrer. Vous parlez de dépassionné, mais là, vous êtes très passionné. Alors, Braham, juste un petit mot. Moi, j'ai un rêve. Oui, savez-vous quel est mon rêve? Oui, allez. C'est de voir un jour sur cette humanité une équipe de chercheurs, de scientifiques d'un très haut niveau pour neutraliser l'atome. Oui. Ça sera peut-être le rêve de tout le monde. Dans tous les cas, je rappelle que nos invités, Jean-Marie Colin, directeur de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, était avec nous. Maître Ben Braham également, qui porte donc le dossier nucléaire vraiment à bras le corps. Patrice Bouvray, vous êtes cofondateur et directeur de l'Observatoire des armements. Michel Arakino, et je ne dis que plus que ça, vous êtes militant et vous formez en militant pour la reconstruction un petit peu après avoir été victime de ces essais nucléaires. Je remercie également le ministère des Moudjahidines qui nous a permis un petit peu de nous revoir, n'est-ce pas? Il vous a aussi permis d'être à Regan et de faire le constat de visu et de près. Merci à vous de nous avoir suivis. On se rencontrera certainement pour d'autres émissions. Au revoir.